Et j'accueille le docteur Imbert qui va m'assister. Merci Julien, merci pour cette présentation qui était vraiment très claire sur les génériques, qui est vraiment un problème de santé publique, d'autant plus dans notre région où le taux de non-substitution réalisé par les médecins généralistes est quand même très important. Je vais laisser dès maintenant la parole à la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pour vous maintenant. Oui, voilà, j'ai une question comparative, quoi. J'ai vu les chiffres d'utilisation des génériques en Allemagne. Bon, donc nous, en France, on se situe dans une moyenne basse, on va dire, avec nos 35% d'usage de médicaments génériques. Les 80% de l'Allemagne font réfléchir. Alors, est-ce que vous avez identifié des causes qui justifient cet écart? Est-ce que c'est dû au génie national allemand, ou est-ce qu'il y a des actions plus objectives qui pourraient être copiées qui expliquerait cet écart, quoi? Déjà, en Allemagne, ce n'est pas tout à fait la même définition. Le médicament générique n'a pas tout à fait la même définition qu'en France. Après, il y a peut-être une question aussi d'état d'esprit de la part des patients allemands. Peut-être qu'ils ont pris aussi davantage cette mesure avant nous pour promouvoir ces médicaments. Après, au niveau des autres facteurs, il y a peut-être un facteur culturel dans l'acceptation de ces médicaments. En tout cas, c'est ce qui ressortait de quelques études, c'est que c'était globalement beaucoup plus facilement accepté dès la mise en place de la substitution dans ce pays. Il y a eu moins de récalcitrants à l'utilisation des médicaments génériques. Alors la différence entre les génériques français et allemands, la définition, je ne me rappelle plus exactement de quoi il s'agit, mais les Allemands peuvent considérer par exemple un médicament générique, c'est un médicament principe de la même façon, alors qu'en France ce sera forcément quelque chose qui va différer en matière de composants, d'excipients. Donc parfois, en fait en Allemagne ça peut être tout à fait exactement le même que le principe, donc forcément moins d'effets indésirables et peut-être moins de différences imposées aux patients. Mais en tout cas il y a un facteur culturel qui a joué là-dedans, puisque sur les études réalisées, les Allemands avaient tendance à quand même davantage les accepter sans cette image dévalorisante de se faire un petit peu manipuler par le système de santé et se voir imposer ce type de traitement. Effectivement, c'est très intéressant. Je vais reprendre votre expression qui est très bonne du génie allemand. C'est probablement un peu vrai, ça, hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, de dire qu'ils ont un peu plus le sens du collectif que nous. Ou en tout cas, ils sont capables de partir sur des politiques de santé de manière générale. Ça fait partie de ces pays qui sont capables d'avoir des politiques de prévention, des vraies politiques de santé, alors qu'on est dans un pays probablement culturellement un peu plus latin, où c'est probablement un peu plus difficile. Et tu l'as très bien souligné, je pense qu'on est probablement là-dedans par rapport à tout ça. Avez-vous d'autres questions ? Bonsoir, merci Julien pour la présentation. Alors, je vais revenir sur un point de discussion fort intéressant que tu as souligné sur le fait que, entre guillemets, les patients ont plus confiance au générique quand ils connaissent le nom du laboratoire, et l'idée derrière de, entre guillemets, les maintenir dans leur cocon de laboratoire générique. Alors, il faut savoir que le marché du générique, c'est hyper compliqué, c'est en pleine mutation. Et alors toi, tu as une proposition qui est, voilà, on maintient le même nom du générique. Et ce qui est intéressant, c'est que certains laboratoires, je pense notamment à un laboratoire en particulier, sur les marchés émergents, a dit, on va aller encore plus loin, on va vendre des génériques avec des marques. Est-ce que du coup, ça va dans le même sens. Est-ce que tu sais si ça s'est déjà fait, en tout cas en Europe, parce que je parle de marché émergent. Et est-ce que tu penses du coup que ça peut améliorer, ou c'est une solution? Avis personnel. Le fait que des laboratoires génériqueurs... En fait, le fait que des laboratoires génériqueurs vendent un générique. C'est tant mieux, d'une certaine façon, pour le générique, puisque même si ça passe par une bataille publicitaire entre 2-3 labos, effectivement, qu'on peut retrouver assez régulièrement sur nos spots publicitaires, pour ne pas les citer, comme tu le disais,
Ça permet finalement de valoriser les médicaments. Bon, il y a toujours cette image du patient un peu âgé en bonne santé qui va apparaître à la télé grâce aux médicaments génériques. Après, c'est sûr que c'est un bon promoteur de la perception de ces médicaments. Le fait qu'on les aide avec des spots publicitaires comme si finalement c'était les molécules originales. Le fait de les faire apparaître à la télé avec un nom, ça permet probablement au patient de se dire il a son nom à lui avec ce type de laboratoire, donc je vais le prendre. Après, en pharmacie, voilà, c'est sûr que la pharmacie va travailler avec souvent les mêmes laboratoires. Le patient, on va lui mettre une fois sur l'ordonnance amoxicilline tel labo. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'à chaque fois qu'on renouvelle l'ordonnance, on s'assure que ce soit toujours l'amoxicilline tel labo pour que le patient, le pharmacien l'aide à garder celui-là et que le patient n'ait pas encore une fois un changement de labo, donc de forme de boîte, donc de couleur de boîte, donc encore un risque de confusion. Et ça me permet d'enchaîner sur la deuxième question. Tu as parlé du taux de non substituable. Oui. Est-ce que tu sais, parce que pour l'avoir fait personnellement en prescription, est-ce que tu sais si ça reste anecdotique le fait de mettre non substituable sur un type de générique? Oui. Après, bon, c'est une expérience personnelle, mais je remplace dans plusieurs cabinets et pas que dans le Calvados. J'ai pu remplacer dans le cabinet du docteur Imbert à quelques reprises, et que ce soit dans le Calvados, dans la Manche, même pendant mes stages de SaSpace. Non, ça c'est encore quelque chose que j'ai jamais vu. Hein, la amoxicilline tel labo, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai encore jamais vu. Alors après, peut-être que ça c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le patient va dans la même pharmacie, donc finalement il reçoit à chaque fois le même et qu'il n'y a même pas la question à se poser. Mais pour le moment, j'ai jamais eu de patient, et à côté, dans mon entourage professionnel, les amis, les remplaçants ou les médecins installés, on n'en a jamais vraiment parlé, mais on a parlé de la substitution et c'est quelque chose qui n'est jamais ressorti. Jamais encore, je n'ai vu de patient qui m'a demandé absolument le générique de tel labo. Mais voilà, encore une fois, on peut supposer que c'est parce qu'il prend toujours le même, qu'il va toujours au même endroit et que finalement, il a accepté. Il a accepté de le prendre et que c'est plutôt une bonne chose. Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'il y a des pharmaciens dans la salle? Oui. Quand vous allez donner votre point de vue, on va attendre votre collègue là derrière qui va poser sa question. Après, on va revenir vers vous. Même si vous avez parlé des pistes à privilégier pour que les patients ont plus confiance dans les génériques, quand il se présente en pharmacie ou chez le médecin, qu'est-ce que le médecin ou le pharmacien peut lui dire pour le rassurer et pour essayer quand même de lui donner le générique au lieu du Princeps? Il faut déjà que le patient fasse la demande d'avoir le Princeps et qu'il ait à ce moment-là besoin pour le médecin ou le pharmacien de se justifier. En théorie, le pharmacien n'a plus à avoir entre guillemets l'affront du patient qui lui demande le non substituable, puisque en amont, c'est le médecin qui est censé apposer ou non la ligne non substituable. S'il l'a marqué, parce qu'effectivement, il y a une preuve vraiment d'une intolérance, hein, un patient, je sais pas, par exemple, qui prend un IPP de marque et ensuite le générique et qui n'a pas du tout le même effet, bon, ça se voit quand même. Celui-là, bon, si ça reste un médicament sur une ordonnance de 20 traitements, ça reste plausible. Après, si c'est une demande exagérée, on va essayer de le rassurer. Si c'est 10 médicaments sur une ordonnance de 11, il y a un problème. C'est que l'information est mal passée, c'est qu'il y a une mauvaise habitude qui a été prise, et c'est que justement ces pistes, ces facteurs de promotion n'ont pas été faits. Donc c'est là où au départ le médecin va essayer de lui faire comprendre que déjà il y a quand même peu de probabilité qu'il y ait autant de médicaments sur son ordonnance qui ait des effets indésirables par rapport au médicament original. Après, il faut encore une fois, même si on doit y passer du temps, lui expliquer que ce sont des médicaments qui ont suffisamment fait preuve de leur bioéquivalence par rapport aux médicaments d'avant, et qu'il y a quand même peu de chances qu'il y ait un effectif effet indésirable au générique. Après, c'est aussi le travail du pharmacien en faisant comprendre un petit peu la même chose que le médecin généraliste. Après, c'est intéressant pour le patient d'avoir deux points de vue.
d'avoir le point de vue du médecin et du pharmacien, de ne pas avoir que le point de vue du médecin, parce que parfois il y a des patients dans les commentaires que j'avais laissé écrire aux patients à la fin de ma thèse, puisqu'ils s'en sont donnés à cœur joie, il y en avait beaucoup qui considéraient que les médecins étaient un peu les suppôts des labos et qu'on était en relation avec les labos et qu'on gagnait de l'argent parce qu'on prescrivait en médicaments génériques. Et donc ça peut être bien pour le patient d'avoir le point de vue aussi du pharmacien qui est peut-être qui est peut-être plus détaché entre guillemets de cette notion-là pour lui faire comprendre que ça reste un médicament à part entière, équivalent au médicament original, et qu'il n'y a pas de danger, entre guillemets, qu'il n'y a pas de danger avec ce médicament. Mais ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui va prendre encore du temps, parce que de toute façon, encore une fois, c'est ancré dans pas mal d'esprits que ce sont des médicaments fabriqués en Asie, de moindre qualité, qu'il n'y a pas de contrôle, qu'ils sont tombés du camion, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à promouvoir pour que le médecin ait moins besoin de véhiculer cette image, que le patient aussi, par bouche à oreille, fasse remonter un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur l'effet, sur la perception des médicaments. Un patient qui va avoir davantage conscience que c'est un médicament équivalent va le dire à son entourage, à sa famille, et ça va économiser du temps pour tout le monde pour aider le médicament générique à se faire accepter, quoi. Alors nos collègues pharmaciens là, qui étaient devant, vis-à-vis de ce que Julien vient de nous montrer là, sur la perception des génériques, on aimerait avoir votre sentiment aussi d'une certaine manière vis-à-vis de tout ça. Alors moi je travaille en campagne et avec des personnes âgées, et c'est vrai que les personnes âgées pensent que c'est de moins bonne qualité, vraiment. Ouais, c'est très dur de leur faire comprendre. Et comme vous parlez tout à l'heure du laboratoire de substitution, en fait c'est dans la ROSP du pharmacien, il doit avoir qu'un générique. Donc en fait on ne change jamais. Oui, c'est toujours le même. En général les pharmacies ne changent pas d'un laboratoire à l'autre le générique. Mais ouais, les personnes âgées, elles ont du mal à accepter. Bah oui, pour vous c'est d'autant plus dur qu'en campagne, que ce soit pour le médecin ou le pharmacien, vous êtes un peu plus isolé, donc forcément le patient, peut-être qu'il y a aussi un côté culturel, comme le côté France versus Allemagne, peut-être que le patient des villes versus le patient des champs va avoir tendance à peut-être plus accepter ces médicaments, avoir plus accès aux médias, plus accès à de l'information, même si il y a de la télé chez tout le monde maintenant, mais ça sera peut-être plus difficile chez un patient en milieu rural un peu isolé d'aller se former entre guillemets sur les génériques qu'un patient en ville. C'est probablement l'isolement aussi qui est un facteur de réticence pour les pharmaciens comme pour les médecins en campagne. Ouais. Donc finalement, vous vous retrouvez totalement dans ce travail en fait, non pas tellement dans le travail en tant que tel, mais dans les résultats en fait. Ça a l'air de représenter un peu ce que vous vivez, quoi, complètement. Au comptoir, quoi. Ouais. Complètement. Et même parfois au quotidien, c'est des difficultés parce que on est confronté à essayer de les faire accepter 2 ou 3 fois la journée quand on y passe du temps. À la fin, on a marre, quoi. Ah oui, c'est du temps on va pas dire du temps de perdu, parce que finalement ça sert à faire progresser les choses, mais c'est vrai que pour vous, comme pour nous, comme pour tout le monde, même pour les infirmières à domicile, ou les aides-soignantes les infirmières qui aident les patients à prendre leur traitement, ça reste un combat, quoi. Ça reste vraiment un combat de longue haleine et ça prend du temps. Et on n'a pas forcément le temps, que ce soit pour vous, que pour nous en cabinet, il y a de plus en plus de boulot. Des ordonnances qui sont souvent assez chargées pour les patients, donc c'est sûr que ça monopolise du temps et l'énergie de réexpliquer. Alors, par rapport à mon expérience, j'ai remarqué que le patient il veut surtout ce qui est écrit sur l'ordonnance. Donc si c'est écrit en DCI, pour lui c'est pas un générique. C'est ça. Oui. Donc parfois on me dit non, je veux aucun générique, et en fait il a des génériques, et quand je le sors, quand je mets le princeps, il me dit bah non, c'est pas celui-là décrit. Et en fait, il comprend pas la différence, il sait pas la différence. D'où la nécessité pour le médecin généraliste ou même le spécialiste en amont de prescrire directement en DCI. Normalement, on est censé le faire. Depuis 2002, le gouvernement a quand même incité les médecins G, et d'ailleurs il y a eu la revalorisation de la consulte, puisqu'à ce moment-là, elle est passée de 18,50 je crois à 20 €. C'était aussi en contrepartie de prescrire en DCI.
Et c'est sûr que c'est plus facile à faire comprendre aux patients. Il y a des patients, par exemple, même si c'est un peu triché de faire ça, qui demandent je ne veux pas de générique. À partir du moment où vous mettez effectivement tous les médicaments, le fait d'arriver à la pharmacie et d'avoir le même médicament qui est marqué sur l'ordonnance, ils pensent que c'est le médicament principal. Il y a marqué amoxicilline, on leur donne l'amoxicilline et ils sont contents. Alors que finalement, si on avait comparé la molécule de marque à l'amoxicilline, on n'aurait pas forcément eu d'effet indésirable, mais le patient n'aurait pas été, comme vous dites, satisfait de ne pas avoir exactement la même chose de marqué sur les deux, sur l'ordonnance et ce qu'on lui délivre en pharmacie. Pour revenir sur une petite diapositive d'introduction, tu nous dis qu'il y a une stagnation en fait, de la part des génériques, ou en tout cas de la part des génériques dans les coûts de santé. Comment tu peux expliquer cette stagnation la récente parce que probablement en médecine G, on est arrivé un peu au bout de la promotion des génériques, on a un petit peu gagné la guerre. Après, c'est peut-être aussi au niveau hospitalier ou au niveau spécialiste, mais aussi surtout au niveau hospitalier, puisqu'il y a encore beaucoup de molécules princeps, de médicaments princeps qui sont délivrés, c'est même pas peut-être, c'est sûr, à l'hôpital. Par rapport au cabinet de ville où vraiment là on a quand même adopté, le réflexe il est quand même passé, alors qu'en milieu hospitalier, il y a aussi des médicaments beaucoup plus pointus, des anticancéreux, des antiviraux, qui ne sont pas d'ailleurs encore génériqués et qui sont difficilement généricables, qui eux contribuent encore à grever un peu le taux de générique. En fait, tu considères que la révolution thérapeutique est faite en médecine générale, en tout cas en soins de ville, et donc que finalement, il n'y a pas beaucoup de nouveautés en thérapeutique réellement aujourd'hui, que finalement, ça explique probablement pourquoi il n'y a pas de nouveaux génériques. Oui, non, c'est ça, on n'a pas de nouveaux médicaments, on voit très peu en tout cas de nouveaux médicaments en médecine de ville, en médecine générale. Tout à fait. Donc les seuls vecteurs, c'est les nouveaux médicaments, en fait, les seuls moteurs de la croissance des médicaments remboursables, c'est les nouvelles molécules qui arrivent. Mais c'est peu en médecine de ville. C'est beaucoup en ce moment les anticancéreux, les immunosuppresseurs, les antiviraux. Mais pas beaucoup chez nous, pas beaucoup en médecine de ville. Avez-vous d'autres questions? Non? André, vas-y. On vient de parler des hôpitaux spécialistes. En effet, c'est, je pense, là où il y a un travail à faire. Tu parles on a parlé d'information patient. Comment tu vois, toi, l'information, comment améliorer l'information auprès des médecins, notamment, pour qu'ils prescrivent plus en DCI, et je pense à l'hôpital et chez les spécialistes? Il faudrait, c'est difficile, il n'y a pas de recette miracle. À l'hôpital, il faudrait que peut-être il y ait davantage de visites de laboratoires génériqueurs qui aident à contribuer à la promotion des génériques à l'hôpital. Après, à l'hôpital, il y a peut-être moins cette dimension du rejet du patient vis-à-vis du médicament. Le patient ne va pas forcément dire au médecin « je ne veux pas tel médicament », il va rester un laps de temps, on va lui donner son ordonnance, il va rentrer chez lui. Et le médecin spécialiste ne va peut-être pas penser, après je pense qu'il pense aussi, mais à l'économie réalisée sur les médicaments par rapport aux médecins de ville, parce qu'il y a aussi cette notion de surveillance de la sécurité sociale. Il y a peut-être ça aussi qui compte entre l'hôpital et la médecine de ville. En médecine de ville, on est contrôlé quasiment individuellement. Donc on sait qu'on est obligé de prescrire en DCI et de favoriser les génériques parce que ça fait partie de la ROS, parce que ça fait partie des choses qui nous sont pas imposées. Mais peut-être qu'à l'hôpital, il y a moins cette notion aussi d'encadrement. Ou en tout cas, il y a la notion de collectivité. C'est un service, c'est pas une seule personne. Alors est-ce que c'est aussi à cause de ça que le personnel, les praticiens hospitaliers prescrivent moins en DCI, c'est peut-être une chose. C'est moins individuel, ça va moins retomber peut-être sur les épaules d'une seule personne si après il y a des sanctions, même si c'est un grand mot de l'assurance maladie ou des objectifs à atteindre. Peut-être après il n'y a pas que ça, mais il faudrait que les laboratoires génériqueurs viennent à l'hôpital, qu'il y ait davantage aussi de campagnes de promotion qui soient faites auprès des médecins spécialistes et des médecins hospitaliers. De toute façon, il n'y a pas de recette miracle. C'est toujours le même travail de longue haleine qui n'est pas prêt d'être
fini. Tout Et tu parlais quand on revoit tes résultats, c'est assez étonnant de voir que, alors sans sexisme aucun, il y a plus de femmes que d'hommes qui ont répondu, et manifestement, elles ont l'air d'être plus atteintes en fait par ce problème-là. Comment tu peux l'expliquer? Après, il y a l'espérance de vie déjà. L'espérance de vie qui est supérieure aux hommes, chez les femmes que chez les hommes en France. Donc forcément, dans la population des plus de 65 ans, on a eu plus de femmes. Et dans la population générale de l'étude d'ailleurs. Et puis après, il n'y a pas forcément... Il y a une consultation plus fréquente chez les femmes, 55% de femmes. En 2003, il y avait une étude qui avait montré qu'il y avait eu 55% de consultations de médecine générale qui avaient été faites par les femmes versus les hommes. Donc après, au niveau de... Voilà, par l'espérance de vie... C'est votre sentiment aussi en pharmacie d'officine ou pas? Que les femmes seraient plus en retrait vis-à-vis du générique ou pas? Non? Je crois que vous faites ça, donc je veux dire non. Non, par rapport au sexe, j'ai pas remarqué vraiment de différence, non. En plus, l'âge. Oui, c'est ça, c'est l'âge, je crois. Avez-vous d'autres questions? Oui, j'ai une question sur votre parcours. Comment avez-vous arrêté votre sujet? Comment vous en êtes venu pour votre sujet de thèse à parler du générique? Et une fois que vous avez arrêté votre sujet, comment s'est déroulé un petit peu vos recherches? Avez-vous eu des difficultés pour obtenir des sources en fait d'informations? Donc vous nous avez parlé de votre enquête, mais à côté de ça, est-ce que dans la littérature vous avez eu beaucoup d'informations? Voilà, donc votre sujet et le parcours de recherche. Alors honnêtement, au début, ça ne devait pas être ça. Au début, ça devait être un sujet d'ophtalmo. Et puis en fait, ça n'a pas été validé par la commission de thèse parce que ça ne collait pas suffisamment avec la médecine générale. C'était un sujet sur le dépistage des pathologies ophtalmo de l'enfant qu'on est censé tous connaître en tant que médecin généraliste pour remplir le carnet de santé. Voilà, la lueur pupillaire, les strabismes, etc. Bon, c'est pas passé, c'est pas grave. Je suis très content d'avoir fait ce sujet. Après, c'est venu en fait d'un coup parce que justement, à force d'avoir ce type de réflexion, de demande de la part des patients, je me suis même pas posé de questions. C'est venu comme ça un jour. Je me suis dit tiens, ça c'est super intéressant, ça va plaire à tout le monde. C'est vraiment de la médecine G et c'est d'actualité. Donc je me suis pas trop posé la question. C'est quelque chose qui m'a semblé intéressant au début. Après, pour les sources d'information, oui, il y en a beaucoup dans la littérature. Il y en a énormément, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y a beaucoup d'études sur la comparaison, alors pas forcément entre les âges, mais de manière plus générale, comment les patients voient l'efficacité des médicaments, l'efficacité de la qualité notamment. Chez les médecins aussi, les études réalisées auprès des médecins pour évaluer leur degré de confiance vis-à-vis des médicaments génériques. Sur les conditions socio-économiques aussi, ça il y en avait pas mal, il y en avait une notamment qui avait aussi montré que les patients on va dire plus favorisés au niveau socio-économique acceptaient plus facilement ces médicaments. Voilà, après ça c'est vraiment quelque chose qui est assez riche dans la littérature. On trouve quand même beaucoup de choses sur l'aspect perception du médicament générique. Ça c'est quelque chose donc finalement ça a été assez facile. Après cette thèse de Jérôme Saravaya qui a été faite en 2014 ressemble pas mal à la mienne. Après il y a eu moins de patients, c'était pas les mêmes critères qui ont été faits, la méthodologie n'était pas tout à fait la même, mais globalement on retombe un peu toujours sur nos pattes en termes de résultats, que ce soit pour lui en termes de facilité d'utilisation, surtout que dans cette étude il prenait en compte les IADL et les ADL des patients âgés, ça rentrait, donc ça donnait davantage de poids à son étude, mais finalement voilà, on retombait un petit peu sur nos pattes en termes de résultats, c'était toujours la moins bonne perception chez les patients âgés. Chez lui, c'était sur la facilité d'utilisation, ce qu'on comprend très bien avec le vieillissement de la population, les troubles amnésiques, les troubles de la vision, le risque de confusion, que dans notre étude sur l'efficacité. Mais voilà, on sent que c'est quand même un problème de santé publique parce que c'est richement débattu dans la littérature médicale. Donc ça, c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de difficultés à trouver des études pour comparer ou pour m'aider pour réaliser la thèse. Voilà.
Pour revenir à ton travail, tu as, parmi les informations pour caractériser la population, il y a notamment le fait qu'ils prennent des génériques ou pas. Si dans le résultat, il y a 15% qui ne prenaient pas du tout. 15% des patients qui ont répondu qui avaient un traitement ne prenaient pas de générique. Ouais. Est-ce que... Alors, je pense que ça n'a pas été écrit parce que, à mon avis, c'était pas significatif. Enfin, en tout cas, la taille n'était pas significative. Est-ce que vous avez essayé de voir s'il y avait des différences dans les items entre la population qui prenait les génériques et ceux qui ne prenaient pas les génériques? Non, je me suis arrêté. Je crois qu'on peut le défendre autrement, disant que c'était pas le but de l'étude. Voilà, c'était pas le but de la thèse, c'était pas le but de l'étude. Juste par curiosité purement scientifique. Non, je me suis arrêté à ceux qui en prenaient, non, je ne suis pas allé comparer. Après, c'est vrai que ça aurait été intéressant. Mais non, ce qui était un petit complément par rapport à ça, c'était... ce qui aurait pu être intéressant, ça aurait été aussi de comparer en fonction des commentaires. C'est-à-dire regarder les patients qu'on prenait et ceux qu'on ne prenait pas et voir ce qu'ils mettaient à la fin. Est-ce qu'il y avait plus de patients qui prenaient des génériques et qui effectivement les dénigraient à côté de ceux qui n'en prenaient pas. Mais il y a effectivement quelques questionnaires où j'ai été surpris de constater qu'il y a des gens qui prenaient que des médicaments princeps et qui arrivaient à coller quand même pas mal de mauvais commentaires sur les médicaments génériques. À chaque fois, c'était dénigrer la qualité, on nous vole, on nous empoisonne. Ça profite aux médecins, ça profite aux pharmaciens. Enfin, voilà, c'était souvent les choses qui revenaient, y compris chez les patients qui affirmaient ne pas prendre de générique. Il faut quand même préciser qu'on n'a pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, du générique ou non. Avez-vous d'autres questions? Oui, alors pour en revenir à ces questionnaires, donc, est-ce que malgré tout, on n'a pas quand même un petit pourcentage aléatoire dans la mesure où vous disiez à l'instant que pour des patients âgés, dès l'instant où c'était prescrit sur l'ordonnance, pour le patient, ce n'était pas du générique. Donc au niveau du questionnaire, quand ils le remplissent, est-ce qu'ils ont bien fait la différence entre en effet le médicament Princeps et le médicament générique? Ou est-ce que finalement ils ont pu répondre de façon erronée, pensant que voilà, le générique était le Princeps et réciproquement? J'espère. Après, je pense quand même que voilà, il y a eu probablement des confusions. Ça peut être aussi un biais qu'on peut rajouter à cette étude. Ça reste une limite à cette étude. Mais bon, de manière générale, je pense que les patients, déjà les patients que je vois dans ces cabinets, il y en a quand même pas beaucoup qui ont des troubles amnésiques suffisamment importants pour ne pas faire la différence entre les princeps et les génériques. Et puis la plupart du temps, c'est des patients qui ont reçu auparavant quasiment que des molécules, les molécules originales, et qui ont vu qu'à un moment les noms avaient changé. Après, c'est sûr qu'il y en a eu quelques-uns où effectivement ils ont dû se dire non, je prends toujours le même, donc c'est probablement l'original. Ça, c'est plus que probable. Mais voilà, c'était pas une étude menée dans une unité Alzheimer, c'était une étude menée en cabinet de médecine de ville. Donc je pense qu'ils ont dû finir. Enfin, ils doivent savoir pour la grande majorité que tel nom, c'est le générique de tel médicament. Puis souvent, on entend cette réflexion non, c'est pas celui-là que j'ai, c'est le générique. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi quand on leur demande quel traitement ils prennent, quand ils n'ont pas amené par exemple leur ordonnance. Souvent, ce qui revient, c'est je sais plus, c'est générique de tel médicament. Ça, c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent. Donc, je pense que même s'il y a probablement une minorité qui a dû effectivement confondre l'original et le générique, je pense que la plupart étaient conscients de leur réponse quand ils affirmaient prendre des génériques. Et justement, dans ce contexte où on parle de générique et d'original, est-ce qu'on peut dire là, à la population clairement le médicament dit original et le générique, c'est la même chose? Est-ce qu'on peut s'avancer jusqu'à aller dire ça, d'après toi? Alors, oui et non. Alors oui, pour certains labos qui font exactement le même. Comme je disais tout à l'heure, la copie-copie, c'est-à-dire le médicament générique, c'est le même que le Princeps. Donc là, il n'y a rien qui change. Et non, si on veut vraiment être honnête, puisque non, c'est pas les mêmes. Même si la molécule est la même, et c'est là-dessus qu'il faut insister, parce que c'est ça qui compte, c'est pas l'enrobage qui soit du chocolat ou du café, c'est la molécule qui est à l'intérieur qui est la plus importante. Après, malheureusement, le fait qu'il y ait cette toute petite différence
pour le patient, ça peut rester quand même un frein, notamment, encore une fois, avec l'affaire du lévothyrox. Ça c'est quand même suffisamment su que c'était l'enveloppe qui avait changé, le composant de l'enveloppe qui avait changé et qui potentiellement donnait ces effets indésirables. Donc c'est difficile à ce moment-là de dire aux patients c'est exactement le même, puisque les médias ont largement médiatisé, relayé cette notion qu'il y avait une toute petite différence et qu'à cause de ça, il y avait des patients qui avaient mal à la tête, qui étaient fatigués, qui perdaient des cheveux, etc. Effet indésirable qu'on avait déjà retrouvé dans l'ancienne formule. Mais en fait, on peut considérer que c'est une... je pense que c'est là que devient l'argument de dire que le générique est une pâle copie du médicament original. Oui. Le fait que l'enveloppe soit différente, les exceptions soient différentes. Après, une pâle copie, c'est peut-être le dévaloriser un petit peu, mais comme ce qu'il y avait sur les petites affiches tout à l'heure, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il faut vraiment essayer de faire comprendre la subtilité entre deux choses qui sont identiques d'un point de vue effet sur la santé, effet sur la guérison, et puis des petits paramètres qui peuvent changer, mais qui finalement ne vont pas intervenir sur l'efficacité du médicament et qui sont là en fait que pour remplir leur rôle, c'est-à-dire permettre au médicament de diffuser. Si on met des excipients, c'est aussi pour favoriser l'absorption du médicament. Donc ils sont indispensables. Après, les effets indésirables, ça arrive, mais l'effet nocebo, malheureusement, c'est difficile de lutter contre. À partir du moment où un patient a entendu que tel générique donnait tel médicament, le mal est fait. C'est difficile de revenir en arrière et de lui faire comprendre que c'est probablement dans sa tête, même s'il n'a pas forcément tort. Ça, c'est sûr qu'il y a des médicaments, il y a souvent les mêmes qui reviennent, des molécules, notamment les IPP, pour lesquelles les patients demandent souvent le princeps parce que le générique n'a pas été efficace. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Et ce qui serait intéressant, ça serait peut-être de faire davantage d'études de bioéquivalence ou d'études en double aveugle de molécules génériquées et de molécules princeps, en faisant prendre aux patients les deux et en comparant les effets indésirables, pour pouvoir ensuite apporter ça comme argument supplémentaire dans notre pratique ou dans les spots publicitaires, que tel générique et tel princeps ont été administrés au même groupe de patients et que finalement la différence d'effets indésirables a été tout à fait nulle. Ça, c'est quelque chose. Est-ce que tu considères, dans ton expérience finalement, au travers de ce travail-là, que les patients qui se plaignent de l'inefficacité des traitements génériques, c'est plutôt sur des critères qui seraient plutôt subjectifs, un mal de tête, un reflux gastro-œsophagien qui est plus présent, finalement des choses que toi, en tant que médecin, tu ne peux pas objectiver en fait. Ah oui, tout à fait. C'est ça qui est très difficile, c'est qu'on peut pas, on est dans le doute. Dans ces cas-là, notre statut de médecin aussi veut qu'on aille chercher la petite bête derrière. C'est pas forcément le médicament qui va donner cet effet indésirable-là. Donc c'est vrai qu'on est pris entre est-ce que le patient a réellement un autre symptôme qui n'est pas forcément lié au médicament, ou est-ce que c'est réellement le médicament qui va lui donner ce symptôme. Donc ça complexifie encore le travail, parce qu'il faut arriver à faire la part des choses, d'où parfois la reprise du médicament princeps pour voir si le symptôme s'amenuise. Un patient qui va dire j'ai mal à la tête avec celui-là, et on va être aussi, nous, victimes de l'effet nocebo et lui redonner la molécule princeps. Et lui, il va savoir qu'il a de nouveau la molécule princeps, donc peut-être qu'il aura moins mal à la tête grâce à ça. Et nous, on ne va pas contribuer à aider les génériques à exister. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses entre un nouveau symptôme lié à une nouvelle pathologie ou un symptôme lié au générique. Ça, c'est pas évident. Tu parlais des IPP, donc effectivement, la recrudescence des douleurs épigastriques ou du reflux en tant que tel, c'est quand même quelque chose de très très subjectif. Donc en tant que médecin, c'est probablement assez difficile de pouvoir aller faire la part des choses dans tout ça, quoi. Oui, après c'est quand même un médicament qui revient assez souvent. Les IPP, c'est vrai que ça revient assez souvent. Donc c'est peut-être un des médicaments pour lesquels on va davantage attribuer la recrudescence des effets indésirables au générique et pas à la molécule princeps. Parce qu'après, une fois qu'on a fait la fibro, de toute façon, pour en avoir le cœur net, on se doute bien que s'il n'y a rien à la fibro, il n'y a pas de raison que dans la plupart des cas, le médicament soit pas efficace. Donc là, c'est sûr que, en plus de l'argument de fréquence, on va quand même avoir davantage. Alors que pour un mal de tête, ça va être difficile de faire un scanner à tout le monde pour aller chercher une tumeur cérébrale ou ce genre de choses. Ça va coûter quand même beaucoup plus cher que laisser un médicament original sur la renonce. Donc finalement, est-ce que, si on part de ce constat-là, est-ce que finalement, c'est pas un gain pour la société, cette espèce de dérive? Alors effectivement, ça coûte plus cher de lui mettre du médicament original, mais finalement, vu ce que ça engendre de passer au générique,
comme tu disais, à faire des scanners, à faire des fibroscopies, etc. Est-ce que ce petit hiatus, il ne faut pas qu'on le garde justement en disant, bon ben, ceux-là ils sont perdus, ok, ils sont perdus, et que finalement on change juste de génération et c'est juste le changement de notre comportement où on va pouvoir considérer que les choses vont s'améliorer dans les années à venir. Si, probablement. C'est sûr que ça, comme tu dis, c'est perdu pour perdu, mais au moins ça va probablement coûter moins cher qu'aller davantage multiplier les effets indésirables. Ça reste une minorité. Après, on parle toujours en termes d'économie. On veut faire davantage d'économie, donc on veut vraiment tirer la corde jusqu'à obtenir un taux de substitution idéal, parfait, de 100%, mais ça s'améliorera peut-être, comme tu disais, dans les générations à venir, parce qu'on sera confronté à de plus en plus de campagnes, à des médecins qui vont aider à promouvoir les génériques. Mais pour le moment, avec les anciennes générations, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais c'est probable que oui, il faille garder ce petit hiatus. Ouais. Et est-ce que tu as pu échanger avec des médecins qui justement étaient particulièrement réfractaires au générique ou pas? Alors pour connaître un peu finalement leur point de vue et le pourquoi justement ils sont réfractaires à ça, à ce changement-là. Ouais. Alors un seul. Après c'était sur une molécule, c'était sur un anti-agrégant parce qu'il y avait eu un effet indésirable grave à partir du moment où il avait changé contre le générique avec le décès du patient. Et du coup ça avait provoqué une réaction vraiment dans l'extrême inverse où il y avait une méfiance après vis-à-vis des génériques. Mais après, non, j'en ai pas eu d'autres occasions. Après, j'imagine que ça reste encore une question de perception de mauvaise qualité de fabrication. Et peut-être d'autres médecins qui ont eu une expérience d'effets indésirables graves. Et ça reste logique. Hein. On a, toi comme moi, on n'a pas des carrières très très longues. Je pense qu'il y a des médecins qui ont des carrières beaucoup plus longues que les nôtres, avec beaucoup plus d'expérience, et qui sont en droit de choisir aussi leur mode de prescription d'après leur expérience et les difficultés auxquelles ils auront pu être confrontés en switchant un médicament original pour un générique. Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'on peut affirmer que la réticence est non seulement liée à l'âge, mais aussi à la gravité de la pathologie? J'imagine que quand on prescrit du paracétamol, il y a moins de réticence face au générique que face à un produit qui serait plus adapté pour une pathologie vraiment importante. Oui, l'âge, oui, c'est sûr. Après, d'après les résultats qu'on a, après la gravité de la pathologie, je pense que ça compte aussi, effectivement. Même si, objectivement, on ne va pas forcément avoir, un patient qui a fait un infarctus, le fait de lui changer son IEC son IEC original contre un générique, je ne pense pas que ça va changer grand chose. Mais pour l'idée collective, pour les patients, je pense effectivement que c'est intéressant. La gravité de la pathologie exige des médicaments de bonne qualité. Ça, c'est probable aussi. Après, il y a des pathologies pour lesquelles on ne se pose pas la question, puisqu'il n'y a pas de générique. Il y a des anticancéreux qui n'existent pas encore sous forme générique, des antiviraux, etc. Mais effectivement, je pense que ça, c'est une question importante que vous soulevez. Je pense effectivement que ça, c'est pas rentré en compte dans ma thèse. J'ai répertorié les antécédents des patients, mais je pense qu'effectivement un patient qui va avoir des maladies graves va psychologiquement vouloir un médicament de marque parce que pour lui il sera mieux soigné. À partir du moment où on va lui donner un médicament qui est une sous-marque, même si c'est pas le cas, ça reste encore ancré dans les esprits, sa santé va décliner, et peut-être qu'effectivement avec l'effet nocebo, sa santé va décliner. Ça, c'est aussi possible qu'un patient se laisse aller s'il est polypathologique, s'il est victime d'un cancer, et qu'en plus de ça, il a l'impression qu'on est en train de l'empoisonner, entre guillemets, avec d'autres médicaments que ce qu'il avait avant. Peut-être que ça ne va pas l'aider à guérir. Et ça, c'est probablement aussi une difficulté pour... Juste pour corroborer ce que dit Julien, l'essentiel des chimiothérapies dites classiques, donc dans le traitement du cancer de manière générale, sont des génériques. Je pense que les pharmaciens sont d'accord avec moi là-dessus. En intra-hospitalier, l'essentiel sont des chimiothérapies génériquées. Donc il y a probablement ce que tu dis, le fait de ne pas savoir, ou en tout cas cette espèce de hiatus entre ce qui est écrit, c'est forcément le bon médicament et non pas le générique, rentre peut-être aussi un peu là-dedans. Dans cette perception-là des choses.
le fait d'être ignorant par omission, en fait, d'une certaine manière, rentre en ligne de compte, quoi. C'est sûr, oui, effectivement. Bien. On a tout dit sur le générique. Bon, bah merci à vous en tout cas. Merci d'être venu. Merci Julien de ta présentation très claire. Merci Xavier. Merci à tous. Merci. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut tout à fait se désaltérer. C'est vrai? On a le droit?